à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir parler donc de Budget Insight et de notre vision un peu de l'évolution du marché. Donc, je m'appelle Clément Cœurdeuil, je suis le cofondateur et le CEO de Budget Insight. Alors, on est un agrégateur, pas forcément reconnu sur le grand public, on est plutôt B2B. On va vous expliquer très rapidement notre histoire parce qu'elle permet, je pense, de bien comprendre notre métier et de bien comprendre notre positionnement aujourd'hui. Donc, Budget Insight, à la base, moi je l'ai créé parce que je trouvais que les banquiers ne faisaient pas leur travail correctement. Je n'arrivais pas à gérer mon argent parce que j'avais à l'époque déjà plusieurs banques. On m'avait fait ouvrir plein de comptes à l'école. Et gérer son argent, c'était très compliqué. Il n'y avait même pas d'accès mobile à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était il y a 5 ans, il n'y avait pas d'accès mobile pour consulter ses comptes. Et donc c'était très compliqué de s'y retrouver. Le relevé était très compliqué. Et donc, avec mon associé Romain, on a créé un système capable de se connecter au site web des banques et ensuite aux API mobiles des banques pour récupérer les données. Donc je mettais mes codes de Crédit Mutuel, Société Générale, voilà. Ça récupérait toutes les données. Ça me permettait de consulter de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus claire et intelligente, puisqu'on rajoutait de l'intelligence sur ces données collectées, ma donnée financière pour pouvoir me permettre de m'y retrouver. Donc on a créé cette appli, on a eu assez vite un petit succès, quelques dizaines de milliers de téléchargements, mais on n'avait pas de business model. Et donc du coup, c'était très dur de lever des fonds à l'époque. Et en fait, on s'est fait approcher au fur et à mesure par d'autres acteurs qui nous ont dit mais votre techno, elle est super, on veut la connecter à notre système parce que nous, on a des services financiers basés sur la donnée. Donc on s'est fait approcher par des fintechs, d'autres fintechs, ou alors des logiciels de compta qui nous ont dit voilà, nous, si on pouvait avoir la donnée directement dans le logiciel de compta, et ben, on apporterait beaucoup plus de valeur, beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus fluide à nos clients. Des experts comptables aussi, on a plus de 1000 experts comptables aujourd'hui qui sont connectés à notre système pour récupérer cette donnée et la travailler pour leurs clients. Et ensuite, on a même été rejoints par nos camarades banquiers et assureurs qui ont acheté de façon de plus en plus massive nos technologies d'agrégation pour créer des services dessus. Donc rapidement, je voudrais repasser sur le concept de fintech. Qu'est-ce que c'est qu'une fintech aujourd'hui? On en parle beaucoup, mais finalement, c'est quoi par rapport à une banque, par rapport à une institution financière? Eh bien, comment je reviens en arrière? Alors, c'est ça là? Ah, c'est bon. Une fintech, c'est quoi? Donc, c'est une start-up technologique proposant un service financier. Finalement, la différence avec un banquier, elle est pas très évidente, puisqu'en fait, la fintech va répondre aux mêmes besoins fondamentaux. Les besoins financiers fondamentaux n'ont pas changé. On a toujours les mêmes besoins. Il faut consulter ses comptes, gérer son argent, savoir où part l'argent, est-ce qu'il part à l'endroit où on a envie qu'il parte. On veut potentiellement pouvoir transférer des fonds de façon extrêmement simple, extrêmement fluide. On veut pouvoir être conseillé, savoir comment est-ce qu'il faut que je place mon argent, comment est-ce qu'il faut que je m'endette ou pas. Donc investir, obtenir un financement parce que j'ai un projet et que j'ai envie de le financer, ou payer un fournisseur. Voilà, toutes ces choses-là qui sont liées à des besoins fondamentaux auxquels répondent les banques aujourd'hui. Les fintechs vont d'une certaine façon y répondre, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont là où les banquiers de façon classique répondaient à ces problématiques-là du client, eh bien les fintechs vont tenter d'y répondre de façon simple, fluide et totalement digitale. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez ce que font les fintechs, hein, c'est marrant parce que on parle de l'ubérisation et je pense que le terme est en même temps violent et en même temps il est très réaliste parce que les fintechs, ce qu'elles veulent, c'est imiter un Uber. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est un client Uber, on a son taxi dans la poche, quoi, et ce qu'on veut, c'est d'aller à un point A à un point B le plus rapidement et le plus simplement possible sans jamais s'embêter. Et c'est exactement ce que veulent faire les fintechs finalement. C'est produire tous ces différents services, répondre à tous ces besoins, mais de façon extrêmement simple, sans jamais s'embêter ou au minimum. Et donc, en gros, c'est vraiment ces trois axes-là que les fintechs essaient de développer massivement. Donc, avoir zéro obstacle pour atteindre son objectif, avoir une offre qui est totalement transparente, qui est extrêmement simple, et qui soit profondément digitale, parce que c'est le moyen le plus rapide aujourd'hui d'accéder à un service. Et du coup, avec ces trois aspects fondamentaux des fintechs, finalement, elles arrivent, en termes de positionnement concurrentiel avec les banques, à déjà une structure de coût qui est bien inférieure. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins besoin de gens pour réaliser les services, puisqu'ils sont full digitaux avec les dernières technologies. Donc là, on avait besoin de 10 personnes, on a besoin potentiellement de moins de personnes. Donc on a des coûts d'infrastructure et des technologies qui sont nouvelles, donc des coûts d'infrastructure qui sont beaucoup plus faibles. Du coup, on peut baisser les prix.
Ensuite, l'expérience client est au cœur du produit. Donc il y a un très haut niveau de fidélisation et de satisfaction client parce que comme les fintechs sont challengers, il faut qu'elles prennent des parts de marché et donc il faut qu'elles génèrent une expérience client qui soit extrêmement simple et qui génère une très forte satisfaction. On a quelques success stories. Donc pas forcément en France aujourd'hui, j'irais pas dire que nous on est une success story en France, en tout cas pas au niveau de celle-là, ça commence à bien marcher mais c'est pas le même niveau. Yodlee ça vaut à peu près 100 millions de dollars, c'est le plus gros agrégateur des États-Unis qui fournit ces technologies en marque blanche à des établissements financiers comme nous, hein, c'est notre concurrent Yodlee aux États-Unis. Il y a Zophort Banking qui est, enfin ça vaut 600 millions en fait, Yodlee, hein, ça fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il y a Zophort Banking, alors qui est un peu l'acteur qui a créé la DSP2. Il a été créé, c'est vraiment lui qui a généré l'impulsion de la DSP2. En fait, on dit souvent que l'usage précède le droit, et c'est Zophort qui a généré cet usage. Et TransferWise, que vous connaissez, qui est capable de faire des transferts de façon extrêmement simple et fluide à l'étranger. Pour nous, la différence, elle se fera vraiment au niveau de l'expérience client. C'est là, en fait, on se rend compte quand même que de plus en plus, les services financiers sont en train de devenir une commodité, pour beaucoup d'entrées, en tout cas pour les plus basiques. Et donc, la grande différence aujourd'hui, elle se fait sur l'expérience client. Alors je reviens très rapidement sur la DSP2, mais je pense que vous en avez pas mal parlé. J'ai un temps qui est très limité. Pour moi, elle est née des usages et elle a pour vocation à encadrer ces usages et à leur permettre de se développer. C'est une volonté extrêmement forte de la Commission européenne et donc d'augmenter l'accès à la donnée à des acteurs tierces et de façon gratuite, en tout cas sur les données de paiement. Et ça, c'est absolument phénoménal comme idée. Ça va développer les usages qui se développaient déjà en fait avec les technologies de web scrapping qu'on avait mis en œuvre. Et bien sûr un client beaucoup moins captif. Je reviens rapidement sur ce qu'avait dit le cabinet Aramis, c'était totalement passionnant. Le décret qui impose les API quand elles sont prêtes, donc il y a interdit le web scrapping, n'est pas passé. Donc il a été refusé. Le principe dans la loi a été refusé. Refusé, exactement. Refusé parce qu'en fait les TPP n'auraient pas forcément le temps de s'adapter. Donc du coup on leur a dit que ça allait être très compliqué pour nous et que cette période de transition elle nous était nécessaire. Donc du coup quelles sont les menaces et les opportunités pour les acteurs traditionnels? Il y a des menaces réelles. C'est la perte de la relation digitale du client. La banque se positionnait depuis très longtemps en one-stop shop, c'est l'endroit où on fait tout. Maintenant, ça va être très compliqué de maintenir ça parce qu'on va voir qu'à vouloir tout faire, on risque de faire tout mal, sauf à avoir une stratégie de fragmentation du back-office. Mais on va en reparler. Donc, il y a un risque réel de perte de relation digitale du client avec un marché qui sera de plus en plus atomisé sur des experts sur chaque service. Il y a une concurrence qui est full digital avec des avantages qui sont liés au full digital, hein, comme je l'avais dit, une structure de coût plus basse et donc comment dire, un côté digital natif, quoi. Il y a une très forte maîtrise par ces nouveaux acteurs du digital et une pression réglementaire qui, malgré tout, est toujours aussi forte. Mais il y a des vraies opportunités en fait aussi dans ce système-là et j'aimerais que, je sais que les banquiers pensent beaucoup aux menaces et pas beaucoup aux opportunités et je pense que c'est vraiment dommage parce que il y a des opportunités phénoménales de distribution massive de ces services en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt du silo, c'est que quand le client est chez nous, on lui vend tout, mais le problème, c'est que tout le monde est siloté, donc vous aurez du mal à vendre aux clients dans l'autre silo. Et donc le sujet, c'est aussi le moyen de se positionner comme un distributeur massif de ces produits en acceptant de s'ouvrir, en acceptant que d'autres puissent distribuer vos produits de qualité. Et donc du coup c'est un moyen de démultiplier la distribution des produits vraiment très fort. D'ailleurs, on le voit chez les banquiers, ceux qui font les pôles qui font de la distribution indirecte type crédit conso se développent très fortement par rapport des fois au retail. C'est aussi un moyen de travailler la data qu'on a chez nous, mais aussi la data qu'on a chez les petits concurrents, puisque du coup, comme on rentre dans un open data où tout va être connecté, on a aussi potentiellement accès à l'ensemble des données du client, et donc on peut lui créer des services de meilleure qualité basés sur ces données. Et c'est aussi le moyen de toucher une gamme plus large, puisqu'on va pouvoir proposer des services potentiellement qui étaient accessibles seulement à une partie des clients, à beaucoup d'autres clients. On le verra sur les services innovants qu'on a pu créer. Donc voilà, finalement, on passe vraiment d'un monde à un autre. Pour moi, c'est une révolution qu'on croit beaucoup plus faible qu'elle n'est en réalité. Je pense que c'est une révolution totale, un changement comme rarement vous en avez eu à mon avis dans votre industrie. Peut-être ça doit être équivalent à l'arrivée de la carte. Et donc, du coup, on passe de ce monde-là à un monde où voilà, on est très siloté, où la banque est one-stop shop. Donc, il y a deux banques, deux environnements, et le client, il a beaucoup de mal de passer de l'un à l'autre, à un monde où voilà, il y a clairement une désintermédiation.
Et donc, il y a des plateformes qui vont se mettre entre vous et vos clients et qui vont distribuer le service, qui feront pas le service eux-mêmes, qui ne seront pas le back-office, mais qui vont distribuer le service. C'est clairement ce qui est en train de se dessiner. On peut en avoir peur, mais on peut aussi en profiter. Et je vous invite très clairement à en profiter. Et mon métier, c'est de vous aider à faire ça. Forcément. Donc, quelle est la traduction concrètement, comment ça va se traduire techniquement, tout ça? Eh bien, pour nous, l'avenir, c'est un réseau d'API. À la base, c'est marrant parce que je n'avais pas créé cette offre-là qui s'appelle le Hub, qui est en fait le moyen de créer un réseau d'API, d'un réseau d'experts. Mais en fait, à la base, j'avais juste créé un réseau d'API, j'avais tout mis en lien, parce que pour moi, il y aura des liens toujours partout. Sauf que demain, ça va... Voilà, notre vision, c'est que à vouloir tout faire, on risque de tout faire mal. Et vraiment, on se crée des complexités à tout construire tout seul, c'est trop dur. Le marché va trop vite. Donc le sujet, c'est de se dire, bon, plutôt que de faire tout seul où je vais me planter, parce que les petits camarades, ils vont faire un seul truc, mais ils vont le faire tellement bien que les gens vont aller chez eux pour ce sujet-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les technologies de mes petits camarades, parce que je vais faire travailler les experts entre eux. Et je vais créer des offres, donc des expériences clients, qui seront basés sur les expertises de chacun de ces experts. Et donc pour ça, il faut que technologiquement, tous ces experts puissent discuter. Et c'est l'idée en fait de ce hub qu'on a mis en place, qui a pour vocation à venir discuter avec l'agrégation pour récupérer la data, discuter avec le robot advisor pour faire des diagnostics patrimoniaux en quelques secondes pour aider le client, et derrière discuter avec les API de transfert pour pouvoir faire les achats-ventes de titres ou pour pouvoir réaliser les paiements pour le client de façon extrêmement simple. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience client qui soit, comme j'ai dit, le service de demain, il est à un clic. Le client, il a un clic de tous les services. C'est-à-dire qu'en gros, on simplifie l'expérience client en connectant tous les services derrière. Donc en fait, l'expérience client, c'est la face émergée de l'iceberg. Le client, il fait que 3 clics pour se faire conseiller, pour accéder au financement. Mais derrière, tous les experts qui produisent le meilleur service possible dialoguent entre eux pour fournir cette expérience client. Et je vais vous donner un cas très concret, puisqu'on a lancé avec la banque ING, qui est notre client. On a à peu près on a une vingtaine de banquiers assureurs aujourd'hui clients de nos services, de nos technologies. On a lancé un service qui s'appelle qui est le prêt en un clic pour les TPE. Alors c'est drôle parce que c'est moi le premier client de ce service-là, donc ça marche très bien. Je suis ravi. Fallait bien qu'on teste sur une boîte avant de lancer. Et donc en gros, le principe c'est lequel? C'est justement ING a eu l'intelligence pour le coup de dire voilà, je veux lancer le prêt en un clic, mais tout seul je n'y arriverai pas parce que j'ai pas la techno, j'ai pas la capacité de scorer extrêmement rapidement en temps réel les utilisateurs, et j'ai pas la capacité de récupérer les données qui ne sont pas chez moi dans ma banque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter la technologie de Budget Insight, c'est ce qu'ils ont fait, acheter la technologie de Kabbage qui fait du scoring en temps réel, et donc on va créer une expérience client où tout cela dialogue. Et du coup, en gros, quand vous êtes utilisateur, si vous avez votre boîte à vous allez sur la version Pro d'ING, c'est le prêt en un clic, et donc tout ce que vous allez faire, c'est faire un petit KYC, donc c'est un KYC digital où je peux uploader les pièces, proposé pas par ING pour le coup. Ensuite, vous mettez vos codes d'accès à votre site web bancaire pour votre société. C'est ce que j'ai fait avec Budget Insight. J'ai mis les codes du Crédit Mutuel, nous on est Crédit Mutuel. Et direct, immédiatement, il envoie les datas à Kabbage, qui fait un scoring qui vous dit, cher patron de Budget Insight, vous pouvez emprunter 60 000 euros. Voilà le taux. Le taux, c'était 7% quand même. Oui, c'est la rapidité et l'efficacité, ça se paye. Hein. Mais cela dit, je vais vous dire un truc. Moi pour financer ma boîte, je veux dire, je l'ai fait. Alors, je le fais aussi parce que c'est mon client, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait parce que là, je prends un autre prêt que j'ai pris hyper rapidement à 6%, parce qu'il y a un vrai sujet de vitesse. J'ai aussi pris un prêt à 2% chez un grand banquier. Donc c'est super, je suis content d'avoir mon prêt à 2%, mais j'ai fait bosser une nana chez moi pendant 3 mois pour que le dossier passe. Ensuite, il y a des gens chez eux qui ont bossé pendant 3 mois. Ça a pris 6 mois pour avoir mon argent. Alors qu'avec là, je l'ai eu le lendemain. Le lendemain, j'avais 60 000 euros sur les comptes de Budget Insight, et pas un compte ING, le compte de Budget Insight, parce que en quelques minutes, j'ai envoyé mes données, ils ont scoré et ils m'ont fait l'offre, et j'ai signé avec YouSign en ligne. Voilà. Donc c'est dans ce monde-là qu'on va demain, et je pense que coup de chapeau, je trouve, à ING pour le coup, qui à mon avis a pris ce virage de la désintermédiation et de l'expertise et du dialogue entre les experts de façon extrêmement rapide pour créer un produit qui, je trouve, est assez extraordinaire. Donc voilà, je vous le montre très rapidement. Voilà, juste je fais mon petit KYC. Là, donc on sécurise avec le numéro de téléphone. Là, je mets mes identifiants grâce à Budget Insight pour récupérer les données Crédit Mutuel. Il les envoie à Kabbage. Là, il m'a récupéré mes comptes. Il me dit sur quel compte vous voulez que je vous fasse le virement. J'ai choisi. Il me dit super, bravo Clément, vous aurez 60 000 euros demain, est-ce que vous êtes d'accord? Je signe le contrat.
et le lendemain, j'ai les 60 000 euros et ça a vraiment marché. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients sur ce système. Donc voilà, notre vision c'est quoi? C'est qu'au final, je pense que les fintechs et les banques sont concurrents, mais on est condamnés à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas indépendants les uns des autres. Je pense que les fintechs sont un énorme levier dans la transition digitale et que les banques auront besoin de toute façon des fintechs, de même que les fintechs, elles ne font pas le back-office, donc elles auront besoin des banquiers pour pouvoir travailler. Donc de toute façon, on est condamnés à bosser ensemble et je pense que les fintechs sont un merveilleux levier. Donc si vous voulez distribuer un service massivement demain, je vous invite très fortement à vous APIser, je serais ravi de le mettre dans mon web. Et si vous voulez conserver la relation client, il faut créer des stratégies de plateforme, de se désintermédier soi-même pour pouvoir accéder à ce client. Je vous invite à créer des expériences qui soient simples, fluides et digitales. Je vous invite à rejoindre les fintechs. Voilà. Merci.